Donc on se retrouve aujourd'hui et on va voir les bits, les SUID bits, les SJID, les bits de l'amour. J'attends juste que la machine boot 2 petites secondes. On va se connecter et je vais vous montrer. Pareil, les trucs à connaître. On va essayer de trouver des exécutables SUID, SGID, hein, comme user et G comme group. Et on va se donner les droits, hein, grâce à ces bits de données en fait, hein. C'est comme des marqueurs et on peut en abuser. Ça permet de faire un exploit local d'élévation de privilèges en fait, qui correspond bah, aux versions qu'on a. Donc il faut pareil rechercher les exploits. Je vais vous montrer tout ça. Mais voilà, ça en fait une cible privilégiée. Donc on a notre machine, on va s'y connecter. Hop, hop, un petit coup de VPN parce que je pense qu'il est mort. Donc on est dans le système. Encore une fois, si vous avez vu les précédentes vidéos, je n'ai pas un compte spécial. Ok? Donc le premier truc sur une Debian, enfin un Debian, pardon, euh, c'est bah, de chercher à la racine. Ok? On va faire un find, on va demander le type, on va demander des fichiers, faire un petit A, ces permutations et on va lui demander ce qui est permission, donc perm, ok? Et les fameux SUID, on les note comme ça, avec un moins U plus S, ok, ceci. Et on a également donc les SGID, et ça, on les notifie comme ceci. Donc la commande est un peu longue, mais il est bon de l'assimiler. Ok, ça vous fera gagner un temps. Là, on fait de l'échappement au niveau des parenthèses. Hop. Ensuite, il nous montre un exec, ok, de nous les lister en fait, hein, tout simplement. L, et on va faire notre petite accolade avec une redirection des erreurs vers dev nul parce qu'on n'en veut pas. Alors, bizarre, ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ouais, j'ai mal interprété, je pense. Ouais, d'accord. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que dans ces résultats, ben, on a peut-être, éventuellement, c'est là qu'il va falloir rechercher un programme qu'on va pouvoir venir exploiter. Ok, il faut chercher un exploit local d'élévation de privilèges parmi la liste de ces outils. Ok, donc pour l'exemple, hein, nous on va se baser sur Exim 4 84.3. Ok, et on va voir s'il n'y a pas une CVE qui pourrait être poussé et qui nous permettrait de naturellement devenir route. Donc, utiliser exploit DB sur Internet ou utiliser searchplot,
si vous l'avez installé sur votre ordinateur. Ah, c'est pas Umbraco, non. On a un paquet, nous on a vu que c'est la 4,84. Ok, je pense que c'est celle-là. 39 535. Voir un peu. Ouais, c'est celle-là. Ok, parfait. Donc, on retourne sur notre machine. Comprenez bien que dans la vraie vie, bah, il faudrait ouvrir un port serveur simple HTTP via Python et faire un wget pour le récupérer. Nous, pour les biens de l'exercice, on a notre petit tools. Ok, et on doit avoir plus vaste script, quelque chose là-dedans. Non, ça c'est pour l'InPiece. C'est pour plus tard. Ce que j'ai envie de vous montrer, ça doit être dans les suites. Alors, quoi, logiquement, service exim. Ok, on a bien notre CVE. Donc, la CVE est plutôt simple. Ok. On peut écrire des fichiers en tant que route et forcer en fait un module Perl à le faire en fait, hein, en chargeant un environnement Perl qui a été manipulé, ok, tempéré pour faire des choses malicieuses. Et ça va lancer exib avec un paramètre, un argument spécial en fait, qui s'appelle Perl Startup, ok. Et en faisant ça, eh ben qu'est-ce qu'on lui demande? Bah, tout simplement de nous charger un shell en route, ok. Et euh, ça affiche l'écho avec le nom de la CVE, ok, et ça place ça dans TMP et ça fait un IOF, ok, end of file, package root, use strict, use warning, et on récupère notre shell, nouvelle IOF, ok, end of file, end of function, pardon, pas end of file, et, euh, et ça charge un second root, visiblement, mroot, dans, dans l'arborescence. Ça spawn un processus en tant que route, hein, c'est ce que je comprends. En tout cas, bah, y a qu'à essayer, hein, j'ai envie de vous dire, hein, savoir si ça marche. Donc on va lui donner les droits quand même. Je vais pas faire chmod, j'ai pas les droits, mais je vais faire chmod plus X sur la CVE. Ok, et je l'exécute. Et on est bien en route. Ok, la faille fonctionne toujours, puisque elle fonctionne sur 4,84 Pro. Ok, donc votre but, ça va être de retenir cette longue commande. Ok, faites bien attention, vous avez vu que j'ai merdé, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais voilà, hein, attention aux espaces. Là, il y en a un, là, il y en a un. Ok? Sinon, bah, ça va être mal interprété. Vous voyez que ça ne marche pas. Il y a que là, quand j'ai corrigé mes white space, on récupère bien. Et après, bah, ça va être une tâche quelque peu fastidieuse, mais il va falloir aller requêter en base de données et vous intéresser à tous ces processus pour trouver une faille. Ok? Il y a toujours une faille. Euh, Voilà. Donc ça,
C'était les exploits connus, ok? Servez-vous des bases de données, vous en avez un piqué, vous avez exploit.db, vous avez les CVE, etc., etc. Vous pouvez aller sur le site de Myrt. Enfin, il y en a un paquet, hein, de toute façon, qui regroupe l'ensemble des common vulnerabilities, common vulnerabilities exposure. Je vais y arriver. Ensuite, on va voir l'injection d'objets partagés. Encore une fois, je vous avais montré qu'on pouvait manipuler les objets partagés. On pouvait même en créer, hein, pour prendre éventuellement possession d'une base MySQL. Mais là, on va voir comment créer, en fait, à partir du SUID et faire de l'injection d'objets partagés qui vont être naturellement malicieux. Donc, tout se passe dans user local bin. Je vais vous montrer quand même. On va aller dans... Donc, je sors de là. Je ne triche pas, je redeviens user classique. Qu'est-ce que je veux? On va aller dans user. Là-dedans, il y a un petit local, un bin, ok, et, et suite so. Donc so, maintenant vous commencez que, vous savez, pardon, que ce sont les objets partagés, les so name, ok, et on a tout ça. Donc qu'est-ce que je peux faire avec ça? Plus précisément avec lui. Et bon, en fait, on va faire un strace, ok, et on va rechercher dans la sortie les appels open access comme on les appelle, hein, ou les erreurs qui nous disent no such file, ok? Ça vous le voyez souvent quand vous utilisez votre système d'exploitation Linux et vous dit sorry, no such file, ok? Bah, on va faire un trace. Donc il y a un programme qui va pouvoir nous lister tout ça. Donc je lui mets le chemin absolu, on est d'accord? Avec le suite.so, c'est lui que je veux charger. Et à partir de là, je lui dis, bah écoute, redirection d'erreur, parce que j'ai pas envie que tu m'emmerdes avec les erreurs, et je vais grepper, ok, petit I grand E, les messages qui moi m'intéressent. Et là, on va piper, piper, piper. On fait open, ok. Ensuite, access, comme accès, vous l'avez bien compris. En anglais, c'est comme ça. J'ai pas envie de faire de bêtises. Et le no such file. Donc, on voit les access, on voit les open, on voit qu'il y en a quelques-uns. Ok? On va se focaliser sur libcalc. Ok? Il est où notre libcalc? Il est là. Donc, il essaye d'ouvrir de façon aléatoire. Il est en read-only. No event, no search file. Donc, ok. Donc, en gros, il ouvre l'objet partagé. Ok? Et on voit que ça crée une alerte en fait, un événement, ok, qui est no such file or directory. Et il est en read only. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à partir de ça, pardon? Eh ben, éventuellement, on va pouvoir créer un fichier config, ok, dans le répertoire pour le fichier so, et peut-être abuser maintenant le fait qu'il soit présent, pouvoir peut-être recompiler, ok, et bah, solutionner ce petit message. No such file or directory, ok, il n'y a pas de présence de ce fichier, ok, ou de cette arborescence, eh ben on va remédier au problème, on va lui donner ce qu'il veut, sauf que bah, vous l'avez compris, hein, ça sera quelque chose de malicieux. Donc la première étape à faire, on va aller se créer un répertoire, ok? Donc pas là dans le user local bins, on va se le faire dans notre home, ok? On va se faire un petit répertoire secret, ok? Ok. Donc là, on commence à être bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller abuser de ça. Donc vous allez voir que
ils ont été gentils avec nous, ils nous ont généré déjà un snippet, ok, qui génère un simple bash shell. On va le compiler dans l'objet partagé à l'emplacement où l'exécutable le recherche, en fait. Donc ça, il faudrait, bien sûr, ça demanderait, euh, en dehors de l'entraînement, un peu plus de capacité, hein. Il faudrait écrire le code en C, en tout cas le récupérer sur Internet si jamais vous n'êtes pas à l'aise, et le compiler. Là, par contre, c'est ce qu'on va le faire. Donc je vais venir récupérer, parce qu'ils nous aident quand même dans cet exercice, ils ont été bien gentils avec nous, et dans SUID, on a vu qu'on avait Exim, et on a également bah, le libcalc. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur notre libcalc. Là, j'ai mon fichier en C, on va utiliser le compiler, ok. Toujours rappeler shared. Pourquoi? Bah, parce qu'on travaille sur des objets qui sont partagés. Le fpic, parce que je l'ai utilisé à chaque fois, pas rentrer dans les détails. Et notre home user. Allez voir les arguments, vous tapez gcc, man gcc, allez voir sur internet, ça vous fera un peu de travail. Donc je vais l'appeler à partir de mon euh, répertoire caché. Et bah, on a vu qu'on a quoi? On a notre lib calc pinceau. Ok. Donc, euh, ouais, là, je suis en train de faire une petite boulette. En vous parlant. Donc, là, je lui donne quoi? Je lui donne le code source, ok? Je lui demande une compilation et je lui dis, bah écoute, à partir de ton fichier en C là, tu me la output, ok? Dans le répertoire caché que je viens de créer. That value, read symbols. Election, raw data can be used in some object. We compile with fpic. Ah putain, ouais là ça taxe. Inverse. Ok, là ça passe. Donc là, en théorie, maintenant, vous l'avez compris, on a un fichier caché. Je vais y arriver, non? Un petit café peut-être? Ok. Donc on a bien notre fichier SO, ok, qui a été compilé et c'est un objet partagé à l'emplacement où l'exécutable va le rechercher. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh ben, j'ai juste à appeler notre suite SO, ok, et on va voir si on obtient l'accès, hein, maintenant qu'on lui a donné ce qu'il voulait. Et on passe ses routes. Donc ça marche bien. Ok. Donc vous voyez comment, pareil, on peut abuser, utiliser cette commande. Ok. Créer le code source, compiler pour l'architecture que vous devez attaquer et bah profiter. Ok. Donc ça c'est pareil, faites-vous des penses bêtes. Si vous avez une très bonne mémoire, retenez cette commande. Mais tout ce qu'on va voir là, c'est vraiment mettez-vous ça sur un pense bête. Notez-le dans un cahier. Ça vous servira toujours pour vos escalades de privilèges. Donc, voyons maintenant un petit peu les variables d'environnement. Ok. Euh, comment on peut faire?
Ouais, on va voir suite ENV, ok, environment, qui est un exécutable, par exemple, hein, qui peut être exploité car il hérite de la variable d'environnement pass de l'utilisateur. Vous savez que chaque utilisateur a sa variable d'environnement pass. C'est comme ça que d'ailleurs qu'on peut exécuter des programmes de n'importe où. Sinon, il faudrait aller, par exemple, dans un répertoire précis pour pouvoir lancer le programme. Or, les programmes, quand ils sont installés proprement, entre guillemets, hein, vous avez utilisé dpkg, vous avez utilisé apt-get pour installer sous Debian vos paquets. Les programmes sont dans le pass, donc vous pouvez les appeler de n'importe où. Ok? On n'a pas besoin de préciser, de spécifier le chemin absolu. Ok? Quand on tente d'exécuter les 10 programmes. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, on va exécuter le fichier et voir si ça marche. Ok? On va abuser du suid-env. Donc là, je ressors, je vais dans user, mon fichier user, ouais, local, bin. Ok. Donc, on a abusé de celui-ci. Maintenant, on va abuser de celui-là. Ok, je vais l'exécuter. Ok. Donc là, il démarre le web service Apache 2 HTTPD, ok, avec un PID 1603, mais il nous dit que malheureusement le serveur web est déjà en train de tourner. Ok. Donc on voit que il nous dit euh, qu'il y a un service qui tourne, ok? Ça devrait un peu nous mettre la puce à l'oreille, en fait, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut peut-être abuser de cette faille et essayer de compiler un service, mais bien sûr qui ne serait pas le service originel, mais qui serait un service malicieux et qui permettrait, au lieu de charger bah, le serveur Apache, bah, de charger, ok, notre escalade de privilèges. Donc, vérification. Là, on sait qu'il le démarre. Vérifions quand même. On va faire un strings. Maintenant, vous connaissez. Si vous avez vu un peu mes vidéos sur le début du CTF de la DGSE, on utilise string pour voir les trucs visibles. Ok, dans un binaire statique. Visible pour un humain, j'entends. Voilà. Ok. Ok. Donc là, il y a un truc qui doit attirer votre œil, c'est que, ok, on voit qu'il y a écrit service Apache de start. Ça suggère qu'il y a bien un service qui s'exécute et qui est appelé pour démarrer le serveur web. Mais visiblement, le chemin complet de l'exécutable, généralement, il doit être dans quoi? Dans user, has-been, service. Ok? Et là, visiblement, c'est pas utilisé. Donc, il y a une faille, en fait. Il est appelé d'un autre endroit. Il devrait se retrouver dans l'arborescence user, dans la sous-arborescence has-been et dans la sous-arborescence encore service. Parce que c'est là que tous les services s'exécutent. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va compiler à partir de notre code source qu'ils nous ont donné. Euh, ça, suite. Voilà, on a notre service. Donc, c'est pareil. On va se le compiler gentiment. On va se mettre notre output où? Eh ben, on va l'appeler dans le service, justement. On va l'appeler service. Il va nous rendre un grand service. Home, tool, filter. Parfait. Et je prends encore une fois le fichier entier qu'on n'a pas utilisé, le dernier, qui est celui-ci, vous l'avez compris. Ok, donc là j'ai mon service qui est présent. Ok. Hum, Donc ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on ajoute le répertoire actuel ou l'emplacement du, du nouvel exécutable de service à la variable pass. Et ensuite, on va exécuter
l'environnement sud, ok, l'exécutable, pour obtenir un shell route, ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Soit je me prends la tête, je le mets là-dedans. Non, on va rester sur notre user local pass, ok. C'est lui qu'on veut, ok. User local bin, eh ben, on va le passer dans le pass. Donc, pour modifier la variable pass, c'est comme ça. C'est tout le temps en majuscule, ok. Là, on lui dit quoi? Bah, dans le répertoire, ok. Là, pareil, on modifie. Donc, je partage ce qu'il y a là, le répertoire, ok, qui est ici, qui est quoi? Bah, qui est home, user, tools, SUID, blablabla, blablabla. Tu me l'intègres dans la variable pass, ok, et rappelle-toi que ça pointe vers là aussi. Donc, si je l'appelle, on a notre petit point, hein, c'est intéressant, ok. Donc, on vient de modifier, de bidouiller la variable pass, et bah, en théorie, ok. On passe bien route également. Ça passe comme dans du beurre. Ok. Donc ça aussi c'est une technique à connaître. Donc en se basant, on a vu injection d'objets partagés. Là, on vient de voir variable d'environnement. Alors encore une fois, il vous faut le code source associé, le compiler. Mais vous voyez comment vous pouvez jouer sur les chemins pour bah, contourner les protections et vous faire votre escalade de privilèges concrètement. Donc maintenant, ce qu'on va voir, je vais repasser normal. Ok, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu aussi euh, qu'il y avait un suite environnement 2. Ok? Voilà. Je fais local bin. Ok? Donc, lui, il fait quoi? Il démarre un serveur Apache. Putain, il démarre touche des serveurs Apache. Bon, ok. Ok, 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 ok. Donc, il est identique, si je comprends bien, à user has been service, à mon avis, puisqu'il doit démarrer le serveur web Apache 2 à partir du user local, sauf qu'il utilise lui le chemin absolu cette fois-ci, contrairement au premier qu'on a pu voir. Je vais vérifier ça. En effet. Donc lui, il fonctionne entre guillemets un peu mieux. Il est un peu mieux configuré. Il se lance pas de chemin entre guillemets bizarre, j'ai envie de dire. Donc il y a une faille dans la version Bash 4.2-048. En fait, il est possible de définir des fonctions shell avec des noms qui ressemblent à des chemins de fichiers, puis d'exporter ces fonctions afin qu'elles soient utilisées à la place de tout exécutable réel sur ce chemin. Vous avez bien compris, on va exécuter notre version avant que le programme, enfin Bash, trouve la, la vraie fonction à appeler. Ok? Donc comment on peut savoir ça? Bah, on va se faire avec Bash, bah, il est dans bin bash, on passe notre temps à l'appeler. Et là, on est en 4.1.5. Ok? Toujours bon à vérifier les versions de bash sur lesquelles, les machines sur lesquelles vous tombez. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va se faire?
on va créer une fonction bash avec le nom user has been service, qu'on a vu c'est ici qu'il est présent, et on va exécuter un nouveau shell bash. Vous vous rappelez, on a utilisé le petit argument là dans mes précédentes vidéos. À chaque fois, je faisais -p, -p, -p. -p, c'est pour que les autorisations soient maintenues, soient préservées en fait, hein. C'est pour ça qu'on faisait notre fameux -p. J'ai oublié de vous le dire d'ailleurs. Et on va exporter la fonction. Donc, on va créer une fonction, pas bien compliquée. Je lui donne quoi? Je lui donne le chemin absolu. Je lui dis, écoute, je veux que ça tourne dans SBIN service. Là, on va s'ouvrir une petite accolade et on va faire un double appel. OK? Avec le fameux petit p, par l'instruction, on referme notre accolade. Ça va faire notre fonction. OK? Ensuite, qu'est-ce que je veux? Je vais faire un export, OK? Et en exportant la fonction, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va faire quelques petites modifications sur le bash. Et quand je vais appeler le programme, vous allez voir que le résultat est tout différent. Là, je lui donne le chemin, je lui dis, écoute, SBIN service, comme on a fait dessus. OK? Je fais mon export, je crée ma fonction, je l'exporte. Elle est exportée, et maintenant, ça marche. OK? On est à nouveau route. Donc, abus de fonctionnalité du shell, ok? Pensez à regarder la version de Bash et ça sera peut-être la faille pour devenir le dieu dans la machine, ok? Pensez là notamment, ouais, avant la 4.2, 4.2.0.48 si vous avez une très bonne mémoire, mais si vous tombez sur des machines malheureusement qui n'ont pas mis leur système d'exploitation un jour, en tout cas Bash, ok? Eh ben vous pouvez peut-être faire ces abus. Donc je vais vous en montrer un dernier. Euh, et ça, malheureusement, ça marche pas sur les versions Bash 4.4 ou supérieures. Ok. En mode débogage, ok, qui permet, qu'on ait un dev hein, ou qu'on ait sysadmin d'avoir de plus amples informations en mode débogage. Mais vous savez que très souvent, le mode débogage introduit des failles inhérentes, puisque quand on fait du dev, quand on fait du troubleshooting, quand on essaye de solutionner, on a accès à des fonctions qui permettent de pirater la machine, puisque on travaille en plus bas niveau, on a besoin de plus de capacité, hein, entre guillemets. Donc en mode débogage, le bash, il utilise une variable d'environnement qu'on appelle PS4. Ça n'a rien à voir avec la PlayStation 4. OK? Pour afficher, en fait, un invité supplémentaire pour les instructions de débogage. OK? Ça permet ensuite de récupérer tout ce qui est en sortie et de faire lire des logs et de savoir un petit peu ce qui s'y passe, en fait, hein. OK? Donc, on va exécuter notre variable, enfin, notre variable. On va exécuter à nouveau le suite env2 et on va abuser de la fonction du débugage et voir éventuellement ce que permet de faire PS4 en fait pour nous hein, et voir si éventuellement il n'y a pas une commande intégrée qui pourrait créer une version SUID de notre bin bash. Et donc si on crée une version SUID de notre bin bash, vous l'avez bien compris, on va passer également route. Ok? Donc, comment on peut faire ça? On va définir un environnement, ok? ENV, mode interactif. Alors, là, c'est pareil. Suivez bien la syntaxe parce que c'est un peu complexe. Donc, shell OPTS, ok? On va lui demander xtrace. Ça, c'est le mode débugage. Ensuite, on va appeler notre variable, ok? Qui dit variable dit dollar, mais avant dollar, je m'embrouille. Voilà, il y a un symbol code, ce qu'on est en train d'ouvrir. Là, je vais faire mon copier. Je lui demande de copier le bin bash, ok? Et on se refait notre attaque root bash. Vous vous rappelez, le principe du root bash, c'est que je vais faire un équivalent en fait, hein, qui va tourner dans TMP et qui va me donner les droits. Donc
notre fameux fichier root bash qu'on a utilisé maintes et maintes fois dans les précédentes vidéos. Je lui donne bah, les droits. Et les droits, on a vu, on veut qu'ils soient en quoi? En XS, ok? Donc en SUID. Et je lui pointe vers mon fichier root bash qui est présent dans TMP. Je referme et je lui dis user local bin suite env 2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est un petit i, espèce de blaireau. Je suis OK. Le petit P qu'on aime bien, le petit P des familles. Voilà. J'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.